Un peu à chaque. Ça marche? Oui, c'est bon. Et bonjour à tous. Oui, je suis membre de la Commission administrative nationale, mais je n'ai pas la prétention d'être ici son porte-parole, n'ayant pas le mandat. Donc je vais vous faire une petite introduction au débat. Ne vous attendez pas à un exposé magistral sur la loi Debré, parce que je pense que la loi Debré est excellemment présentée dans cette publication de la libre pensée, que j'invite à acquérir, et que, pour la résumer, l'invitation à cette réunion est extrêmement précise. Contre le principe de séparation des églises et de l'État, codifié par la loi du 9 décembre 1905, une masse financière considérable de fonds publics, 8 milliards et demi, et avec les subventions des collectivités territoriales, on arrive aux 10 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'impôt sur le revenu. Cette masse financière considérable est déversée chaque année à l'enseignement privé, à 95 ou 98% catholique. Là, vous avez en résumé ce qu'est la loi Debré, qui a été complétée par un certain nombre de lois. C'est la raison pour laquelle la libre pensée dit que c'est la mère des lois anti-laïques. Au nombre de ces lois, pour ne pas les citer toutes, vous avez la loi Gerber, qui impose la participation financière des collectivités territoriales. Vous avez la loi Rocard, qui est la loi Debré appliquée à l'enseignement privé agricole. Ça, on peut dire que ce sont les lois majeures, et puis ensuite un certain nombre d'individus, d'hommes politiques et de forces politiques ont complété l'édifice, soit par des lois de dénaturation de l'enseignement public, soit par des lois mettant à parité ou mettant sur le même plan l'enseignement privé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails juridiques de ces lois. Ce que je pense qu'il faut rappeler, c'est qu'avec la loi du 9 décembre 1905, l'Église catholique, essentiellement, perd son statut de religion officielle, de service public et de service public au compte de l'ordre social établi, et elle est renvoyée dans les sacristies avec comme seul moyen de subvenir à ses besoins le bon cœur et la générosité de ses fidèles. C'est une manne financière colossale qui est ainsi enlevée au catholicisme romain dans notre pays, et ce faisant, la loi de séparation institue la liberté de conscience. L'article 2, c'est la loi ne reconnaît que la République ne reconnaît que le salarié ne subventionne aucun culte, et à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi, toutes les dépenses inscrites au budget des collectivités territoriales, de l'État, des communes, des conseils généraux sont supprimées. Donc l'Église perd quelque chose de colossal du point de vue de sa puissance financière, et très rapidement, elle va essayer, elle va aller au combat pour amoindrir, dénaturer la loi de séparation. Dans toutes les colonies françaises, la loi ne sera pas appliquée parce que le système concordataire était quand même beaucoup plus efficace pour le maintien de l'ordre colonial exploiteur. Donc notamment en Algérie, on n'appliquera jamais la loi de séparation, tellement il est plus commode de subsidier les églises existantes. Mais c'est le terrain scolaire qui va être le premier terrain sur lequel l'Église essaie de reconquérir des financements publics. Dès 1910. Dès 1910, vous avez une proposition de loi sur la répartition proportionnelle scolaire. C'est-à-dire, l'Église revendique le financement de son enseignement, qui est encore extrêmement important à cette époque-là. Cette proposition de loi sera extrêmement combattue par tous les républicains authentiques, en particulier Jaurès, et il n'y a aucun financement public jusque sous le régime de Vichy, c'est-à-dire que l'Église ne réussira pas sur ce terrain-là à obtenir violation, dérogation à la loi de séparation de 1905. Avec la Ve République, là les choses vont aller extrêmement rapidement. Le 31 décembre 1959, c'est la loi Debré, qui invente le concept de besoin scolaire reconnu, qui ne finance pas l'enseignement privé catholique, qui permet à l'État de passer des contrats d'association avec des associations locales gestionnaires d'école. Ce qui est une façon de contourner la loi de séparation et de contourner la laïcité institutionnelle. Puis vous avez la loi Gerber, et ainsi de suite. Donc,
confessionnel qui spolie l'enseignement public de plus de 8 milliards d'euros par an. Parce que c'est une spoliation. Il n'y a pas un financement qui consisterait à verser des fonds au mépris de la séparation de l'État. Non. Ce qui est versé au mépris de la séparation des églises et de l'État à l'enseignement confessionnel, c'est voler l'enseignement public. L'argent des citoyens, au mépris de leurs convictions, va engraisser un enseignement dogmatique. Et ça, c'est une violation majeure de la loi de séparation des États. Parce que, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien apprécier, l'école catholique n'est pas une école. Et tous ceux qui nous parlent de l'enseignement catholique, tous ceux qui nous parlent aussi d'école catholique, essaient, avec le terme d'école, avec le terme d'enseignement, de justifier qu'effectivement il y aurait droit à un subventionnement. Ce n'est pas une école. C'est une institution d'église. C'est une institution d'abord religieuse, je vous en ferai la démonstration. C'est une machine de conformation. C'est une machine de maintien de l'ordre social. Ce n'est pas une école. Ça ne peut pas prétendre à la définition de ce qu'est un système d'enseignement. Et ça, je vous ferai des citations du nouveau statut de l'enseignement catholique, qui a été adopté au mois de juin 2013. Mais le président était tout aussi clair, ce n'est pas un système d'enseignement. C'est une institution d'église. Et eux-mêmes le disent. Et c'est dans ce sens-là que, quand même on leur verserait qu'un demi-euro au plan national, il y aurait violation de la loi de séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas une association de loi de 1901, quelle que soit la forme juridique de leurs associations locales de gestion, mais que c'est un système qui est très décentralisé en apparence. Chaque école est gérée par un organisme de gestion local. De type absolument associatif. Donc, toutes les apparences sont là pour abuser et contourner la loi, mais ce ne sont pas des écoles. Et je les appelle. Et aujourd'hui, je pense, nous menons le combat pour le respect et la restauration de la séparation, contre la spoliation des écoles publiques, pour le respect du principe à école publique, fonds public, à école privée, fonds privé, la liberté d'enseignement n'étant pas du tout en cause, dans le cadre quand même des réglementations qui existent sur la protection de la jeunesse et des diplômes nationaux. Mais le principe de fond, ce n'est pas de subvention publique à des écoles dogmatiques, à des institutions scolaires qui ne respectent pas la loi de séparation des églises et de l'État. Mais aujourd'hui, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut que nous nous armions et que nous éclairions la conscience d'un certain nombre de laïcs abusés, de militants syndicalistes abusés ou naïfs, qui ne voient pas l'angle par lequel l'Église et les forces réactionnaires, de gauche et de droite, avancent pour toujours plus dynamiter le système d'enseignement public républicain et pour toujours plus favoriser l'enseignement confessionnel, l'enseignement dogmatique. Aujourd'hui, tout le monde est laïque. Vous ne trouverez, à part quelques sectes de fous furieux qui sont là ouvertement du retour au cordon du pouvoir, tout le monde est laïque. Tout le monde se réclame de la laïcité. Le problème, c'est que dès qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça peut recouvrir toutes sortes de choses, et bien souvent que toutes ces choses, en apparence différentes, au niveau de cette conception de la laïcité, s'éloignent toutes de la loi de 1905. J'étais dans une réunion il y a 2 jours, où on projetait le film Les 3 vies du chevalier, de Dominique Datolas, le chevalier de la barre, et un intervenant a traité de la question laïque, en expliquant que la laïcité ne pouvait pas être achevée, respectée, ou ne pouvait pas être défendue réellement si on ne se posait pas le problème de la solution de la question sociale, en particulier dans les banlieues défavorisées, où le communautarisme se développe. C'est quelque chose d'absolument pertinent. Effectivement, dans un certain nombre de zones, de secteurs, de villes, de régions de notre pays, le communautarisme religieux se développe, et effectivement, la laïcité est battue en brèche, et effectivement,
ce communautarisme se développe sur le terreau de situations sociales dramatiques, de la crise sociale. Donc, l'intervenant nous disait à toute bonne foi qu'il fallait s'attaquer à ces questions sociales. Vous savez quoi? On peut être d'accord. Ceci dit, quand même, si on va dans cette direction-là, on n'a plus besoin de parler de la Debré. Hein. Parce que, pourquoi le communautarisme se développe-t-il? Il ne se développe pas en soi. Il se développe, entre autres, parce que dans ces zones des héritiers, défavorisés, on a commencé par liquider les services publics. Parce qu'on remet en cause les régimes de protection sociale, l'assurance chômage, toutes sortes d'institutions sociales qui s'étaient construites, qui assuraient la solidarité, qui disparaissent, qui sont dynamitées, et qui voient ensuite les pouvoirs publics favoriser et subventionner des institutions caritatives et des associations caritatives qui sont loin d'être désintéressées, et qui, bien évidemment, subventionnées par l'État, occupent et prennent la place des services publics, mais qui, dans leur bagage, ont leur doctrine, ont leurs options, ont leur visée politique. Vous prenez les statuts du Secours catholique, si vous voulez vous faire peur, vous ferez peur. On n'est pas là dans le charitable et l'altruisme. On est dans une mission évangélique, une mission d'église. Et quand on mine l'école publique, l'école laïque, et qu'ensuite on a des phénomènes de communautarisme qui se développent dans certains secteurs de notre pays, qu'on ne vient pas nous dire, ou faire l'impasse sur la loi de Bray. L'impasse sur les subventions d'État à un certain nombre d'organisations dites charitables, privées, confessionnelles et autres. Si on peut effectivement assurer et faire respecter et faire avancer la laïcité dans ce secteur-là, on ne peut pas dire on ne va pas parler de la loi de Bray. On ne peut pas dire on ne va pas parler des services publics démantelés et des détournements de fonds publics au profit de toutes sortes d'associations diverses et variées, dont le dévouement de ceux qui y œuvrent n'est pas en cause. En tout cas, moi je ne le mets pas en cause. Mais à partir du moment où on substitue à l'État républicain autre chose, et notamment les organismes confessionnels, oui, il y aura le communautarisme, oui, la laïcité s'éloigne, la laïcité s'estompe, la laïcité va faire brèche. Donc ça c'est une des questions, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup des problèmes de société réels, la question sociale majeure, et qu'on ne vienne pas nous dire, la laïcité est une vieille lune. Parce que c'est justement parce que l'État républicain, l'État solidaire, les institutions sociales telles que la sécurité sociale ou les institutions démocratiques telles que l'école républicaine reculent, que le communautarisme avance et que le pays s'enfonce. Et que la situation de crise, de misère, d'arriération et d'obscurantisme se développe. Premier exemple. Deuxième exemple, on assiste depuis plusieurs années, et ça s'est notamment développé pendant le quinquennat de Sarkozy, où l'éducation nationale, l'enseignement public ont été soumis, comme tous les services publics et comme toutes les administrations d'État, à une véritable politique de destruction. Donc personnellement, je ne vois pas tellement que ce soit arrêté d'ailleurs aujourd'hui, mais bon, près de 80 000 postes supprimés dans l'enseignement public, c'est énorme, depuis quelques années. Et on a assisté à cette chose extraordinaire où on a vu le secrétariat général de l'enseignement catholique pousser des cris d'agressés, de victimes par rapport à la révision générale des politiques publiques. Eux aussi, les malheureux étaient victimes de suppression de postes. La réalité, lorsqu'on analyse, on invite à établir et à constater qu'ils n'ont pas été là, ça n'a pas été la parité au niveau des suppressions de postes. Leur sort a été beaucoup plus doux que celui de l'enseignement public. Donc tout ça, c'est leur affaire. Mais un certain nombre de laïcs, et là, l'opération du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est effectivement l'institution de gestion des fonds de la Côte de Bray, là, il y a eu une opération de communication extraordinaire, qui a même abouti, je crois que c'est en septembre 2011, à des manifestations de rue de syndicats d'enseignement public et d'enseignement privé s'insurgeant contre la RGPP, c'est-à-dire demandant le maintien des postes, très bien pour l'enseignement public, mais aussi ceux de l'enseignement privé. Et ceux de l'enseignement privé, moi je le redis, ce n'est pas des postes d'enseignement,
Ce sont des postes volés à l'enseignement public. Ils ne sont pas donnés à une école, mais à une institution d'église. Et ce faisant, plus fort que la parité avec la loi Germer et la loi Debré, ces manifestations-là mettaient l'enseignement privé catholique à parité de légitimité dans la République avec l'enseignement privé. Puisque lui aussi, le malheureux était victime de RGPP. Ça, c'est une opération extraordinaire. Et qui se renouvellera. Et qui, à tel point qu'on a vu parfois écrire l'éducation nationale, mêlant de manière tout à fait stupéfiante et insupportable à mes yeux, le privé et le public. Il y aurait eu désormais un système d'enseignement avec deux branches, le privé et le public. Là, il y a eu une opération de com phénoménale. Du secrétariat général de l'enseignement catholique, et moi j'attire votre attention sur l'extrême prudence et méfiance qu'il faut avoir par rapport aux mots et par rapport aux manipulations sémantiques. Parce que là, comment dirais-je, reconnaître que l'enseignement privé est dans l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, pour tous, ça veut dire l'école républicaine. Reconnaître que l'enseignement privé est dans l'éducation nationale, eh bien, c'est effectivement l'officialité, c'est l'institutionnalité, totalement. Donc là, j'attire vraiment l'attention. Ne confondons pas ce qui est une école dogmatique, une institution d'église, avec ce qui est l'enseignement public. Et c'est pas parce que dans le budget, notamment dans l'enseignement agricole, c'est allègrement confondu au point que si on étudie le bleu du budget, on ne peut même plus discerner le privé du public dans l'enseignement agricole. On ne peut même plus le discerner. Ce qui d'ailleurs permet de faire passer des sommes colossales au profit de l'enseignement agricole confessionnel. Donc là aussi, j'attire l'attention, parce que la loi de Debré, c'est aussi ça à un moment donné. C'est aussi, à partir d'un financement, l'institutionnalisation, l'officialisation, la légitimation d'un enseignement dogmatique. Qui est baptisé comme. Troisième question aussi, que j'attire votre attention, parce que quand même, il y a des choses qui deviennent énormes. L'enseignement public, à la charge de toutes des pires challenges, des pires difficultés dans les zones défavorisées, et l'enseignement privé, bon, il y a quand même un enseignement de classe, hein, choisit ses élèves, choisit ses populations, les sélectionne, etc. Ça fait quand même un peu désordre. Ça fait un peu désordre, mais pas seulement. Parce que l'Église, l'appétit vient en mangeant. La vocation de l'Église, c'est pas de garder 20% du système scolaire. C'est toujours plus. Mais toujours plus, donc on revendiquait toujours plus de moyens. Et alors, nous on est toujours dans le registre, faut public, école publique, faut privé, école privée. Après, chacun se dispose par rapport à ça, on est pauvre à l'époque. On a vu un rapport stupéfiant, sénatorial, au mois de mai 2012, au mois de juin 2012, présenté par la sénatrice Carson, qui se posait le problème de l'échec scolaire. Et cette sénatrice, je précise parce que tout seigneur, tout honneur, c'est la spécialiste du Parti socialiste au Sénat pour les questions d'éducation nationale. Donc elle a fait un rapport où elle établit que c'est, je vais vous faire la citation, il est établi que les territoires où se trouve la plus faible mixité sociale dans les établissements et la plus forte concurrence entre les établissements connaissent à la fois de plus mauvais résultats en moyenne, plus d'échecs scolaires, plus d'inégalités scolaires au détriment des élèves des milieux défavorisés. Voilà, l'équation mériterait de vérifier. Et ensuite, voilà ce qu'on nous sert. Aucune réforme de la carte scolaire, donc ça c'est sous prétexte d'éviter l'établissement public ghetto, l'établissement privé sélect et l'échec scolaire. Aucune réforme de la carte scolaire ne parviendra à limiter l'ampleur des inégalités scolaires et à faire reculer la ségrégation si les établissements privés n'y sont pas associés. C'est-à-dire qu'officiellement, une sénatrice dépose un rapport pour associer officiellement les établissements privés à la lutte contre la ségrégation et l'inégalité scolaire. Alors de quelle façon?
elle propose de moduler les subventions aux établissements scolaires en fonction de la composition sociale de l'établissement. Donc, on réduirait un petit peu les subventions à certains établissements privés parce qu'ils ont une population triée sur le volet. Cela pour les inciter à accueillir un peu plus une population mixée. Comme la Ligue nationale a rencontré M. Payon cet été, je lui ai posé la question, mais je ne lui ai pas posé la question. Je lui ai dit, mais vous imaginez-vous que cela va gêner l'Église catholique? Mais l'Église catholique en rêve de développer son recrutement dans les établissements scolaires. À Avignon, on avait un collège public, dans un quartier défavorisé. Le collège public a été fermé. Il ne reste plus qu'une institution religieuse, l'institution Champlerie. Et comme Mme Cartron, parce que c'est écrit dans le rapport, parce que vous comprenez, pour donner un petit peu de, pour un petit peu motiver l'enseignement privé, elle explique, il appartient à l'État d'inciter financièrement l'enseignement privé à participer à l'effort commun en faveur de la mixité sociale. C'est-à-dire que dans ce rapport, vous voyez préconiser une augmentation des subventions à l'enseignement privé pour qu'ils participent à la lutte pour la mixité sociale. Imaginez-vous bien que dans ce quartier d'Avignon, il n'y a plus qu'un collège privé. Si on leur donne un peu plus d'argent, ils se feront un vrai plaisir d'accueillir un peu plus d'élèves de tous les milieux possibles et imaginables, parce que dans ce quartier-là, il n'y aura plus qu'un seul établissement d'enseignement, c'est le leur. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation de quasi-monopole au niveau de la carte scolaire. Donc là, j'attire aussi l'attention, parce qu'actuellement, on nous parle de rééquilibrer les subventions aux modalités de calcul d'attribution. Ça c'est pas la marche vers la remise en cause du financement privé des écoles professionnelles. Non. C'est la modification d'un certain nombre de normes de financement qui vont permettre à l'enseignement privé, dans un certain nombre de secteurs, de devenir l'enseignement, comment dirais-je, ayant le monopole. Ayant le monopole. Il pourra accueillir tout le monde parce qu'ils auront reçu encore plus d'argent. Donc j'attire votre attention parce que malheureusement, il y a certains syndicats qui trouvent ça très bien. Je ne sais pas si c'est par naïveté, par ignorance, par dégénérescence. Mais j'attire votre attention sur une nouvelle approche de l'institutionnalisation de l'enseignement privé avec davantage de financement. Et on parle dans ce cadre-là aussi de la mutualisation. C'est-à-dire qu'on va mutualiser, ce qui veut dire que les établissements publics, dans certains secteurs du pays, où ils sont extrêmement en situation périlleuse, sont voués à disparaître. Si l'enseignement privé est en mesure d'accueillir tout le monde et inciter financièrement à le faire par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est le troisième exemple pas de ces écueils, mais de ces manœuvres, de ces dispositions qui sont prises. Et tout ça, en général, par des gens qui se réclament de la laïcité et qui cherchent des solutions à la question sociale, des solutions à la question de la mixité sociale, à la question de l'échec scolaire. Donc, je tenais, moi, à attirer votre attention là-dessus parce que, et j'en reviens à la loi de Bré et aux établissements de l'enseignement catholique. Avec toutes ces théories, mixité sociale, mixité scolaire, échec scolaire, éducation nationale, on finit par perdre de vue qu'effectivement, cet enseignement privé n'est pas une école. Et je vais vous amener quelques citations, parce qu'après, le débat est beaucoup plus simple. Le débat est beaucoup plus simple. On prend la loi de séparation. La République ne reconnaît le salarié ni subvention aucun culte, et tout ce qui rentre dans le cadre d'un culte n'a pas d'être ni à être salarié, ni subventionné. Alors donc, l'Église catholique a réactualisé son statut de l'enseignement. Et l'enseignement catholique, son statut, c'est la conférence des évêques quand même. Ce n'est pas les organismes de gestion locaux qui gèrent l'établissement. Donc je vais vous donner quand même quelques citations parce que quand on voit ce qu'ils ont fait pendant des années contre le droit à l'avortement,
Quand on voit comment dans les certain nombre de départements, ils nous minent les organismes de planning familial en supprimant les subventions dans les conseils généraux qui tiennent, quand on voit ce qu'ils ont fait sur le mariage pour tous, quand on voit ce qu'ils ont fait au niveau d'un certain nombre d'œuvres d'art qui les dérangeaient ou de films, on a eu le cas d'Henri Bois, les historiens commando qui allaient détruire une œuvre d'art. Quand on voit tout ça, on peut toujours nous raconter ce que l'on veut sur l'Église, mais enfin, comment dirais-je, on ne peut pas dire que cette institution se soit engagée dans la voie du progrès et de l'émancipation humaine. Donc, son enseignement, son système scolaire, c'est son instrument de reproduction et, comment dirais-je, d'influence sur la société. Alors, je vais vous faire quelques citations qui valent quand même, qui valent d'être connues et qui permettent de comprendre pourquoi, pourquoi un certain nombre de forces politiques et économiques ont intérêt à soutenir ce système-là, à le sponsoriser, à le promouvoir contre l'enseignement public. Alors, je vais vous faire quelques citations que vous allez apprécier. Aujourd'hui, comme hier, l'Église catholique est engagée dans le service de l'éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu'elle a reçue du Christ. Travailler à faire connaître la bonne nouvelle du salut. Voilà l'objectif de l'enseignement catholique. L'engagement de l'Église dans le champ de l'éducation manifeste sa solidarité avec le genre humain et son histoire, ainsi que sa volonté d'apporter une contribution originale et spécifique à la construction de la cité. La construction de la cité, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas les convictions ou la transcendance. La construction de la cité, c'est l'organisation sociale. C'est la société. C'est comment elle fonctionne, quelles sont les lois qui la régissent, quels sont les buts qu'elle se fixe. Donc, l'objectif de l'enseignement catholique, il est fixé par l'Église. Et vous allez voir que ces citations-là, c'est ce que la loi de Bré a reconnu, institutionnalisé, financé et pérennisé. Parce qu'en 1959, les spécialistes de l'enseignement catholique ne donnaient pas 10 ans à l'existence de l'enseignement privé catholique. Ils étaient sur la voie du déclin, c'était la fin. Ils arrivaient à leur fin historique. La loi de Bré leur a donné l'argent, la loi de Bré leur a permis de reconstituer leur réseau scolaire, toutes les lois qui ont suivi l'ont conforté, mais le statut de l'enseignement catholique nous donne la nature de ce que cette loi a permis. Ce n'est pas le financement d'un système d'enseignement à côté de nôtre qui serait un petit peu différent parce qu'il y aurait une chapelle dans la cour et un aumônier qui ferait un tour de temps en temps. C'est pas ça. Mais ça, c'est ce qu'on va essayer de nous faire croire. Ils auraient un projet éducatif particulier et puis les écoles publiques en auraient un autre. C'est pas ça du tout. L'école catholique remplit au sein de la société, citation, et là, les citations, c'est la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique, les encycliques, etc. Un rôle public qui ne naît pas comme initiative privée, on n'est pas avec l'association locale depuis 3 niveaux qui veulent dire que l'enseignement, non. Il ne naît pas comme initiative privée, mais comme expression de la réalité ecclésiale. La réalité ecclésiale, c'est la communauté de la foi, c'est l'Église, revêtue de par sa nature même d'un caractère public. Donc la communauté de la foi, la réalité ecclésiale, par sa nature même, elle a un caractère public. Ça, c'est le concordat. C'est l'Église qui a un caractère. La foi, la croyance qui a un caractère public. Ça, c'est affirmé dans le statut de l'enseignement catholique. C'est même pas du prosélytisme. C'est l'Église a un caractère public. Quels que soient les régimes, quels que soient les systèmes, et aujourd'hui, avec la loi de Bré, ce caractère public-là, il est financé, il est reconnu. Alors, vous avez ensuite un certain nombre de choses absolument succulentes, et vous retrouvez le terme, voilà, la proposition éducative qualifiée,
s'exprime dans le projet éducatif de chaque école, elle constitue ce que la loi désigne comme, citation, le caractère propre de la loi de Bray. Donc le caractère propre de la loi de Bray, formule assez floue et assez vague dans le texte de la loi, voilà le contenu qu'il a. L'évangile est la référence constante des projets éducatifs, car, citation, c'est le Christ qui est le fondement du projet éducatif de l'école catholique. Les principes évangéliques font de l'école catholique une école de l'amour et de la vérité. Ça, tous ceux qui sont passés entre les mains de prêtres pédophiles pourront vous le confirmer. Mais ça ne coûte rien de le dire, et au moins, on peut reconnaître leur franchise. Qui pilote les écoles catholiques? Là encore, c'est pas les ONG, c'est pas ces structures juridiques reconnues par la loi de Bray. Ça, c'est l'apparence des choses. Ça a été pour pouvoir contourner la loi. Ça a été pour pouvoir dire qu'on ne remet pas en cause en 1905. Qui pilote l'école catholique? Eh c'est l'article 1. Comme pasteur de son peuple, l'évêque est le promoteur et le gardien des écoles catholiques. Une école catholique est une communauté éducative. Elle se constitue, article 32, autour d'un chef d'établissement qui reçoit mission de l'Église. Il lui revient, le chef d'établissement, aussi de veiller à ce que la foi catholique soit proposée à tous. Sur le statut des enseignants dans l'établissement catholique, et d'ailleurs, on ne peut souhaiter que moi je le dis, je ne peux que souhaiter la fermeture des établissements catholiques, parce que grâce à la loi de Bray, la loi de Nancy, toute école catholique qui ferme ouvre droit immédiatement à l'intégration de l'enseignement public de tous les enseignants qui y exercent. Ce qui pour certains serait une véritable libération, un véritable début de carrière avec une grande liberté et une indépendance professionnelle, et ce qui serait le sort de tous ces établissements, s'ils ne recevaient plus la manne des fonds publics, ne demeurerait qu'un certain nombre d'entre eux, financés par leurs ouailles. Ça serait leur droit le plus strict, ça ne nous intéresse pas. Les enseignants qui souhaitent enseigner l'enseignement catholique doivent être au préalable informés du projet de l'enseignement catholique, de son caractère propre, des spécificités du statut, etc. La nomination d'un enseignant, suppose toujours l'accord du chef d'établissement. Et le chef d'établissement, c'est l'Église qui le sélectionne. Le chef d'établissement, lui, n'est pas payé par l'État. Le chef d'établissement, lui, est un employé de l'Église. La mission éducative, article 74, se fonde sur la pédagogie du Christ. Si vous l'avez rencontré, il pourra peut-être vous donner quelques précisions un peu plus détaillées sur cet aspect pédagogique. Vous savez, l'enseignement catholique, c'est un peu comme l'Église aussi, puisqu'il se donne une mission de service public de par la nature même, à l'image de la société qu'ils incarnent, qu'ils promeuvent. Donc, il faut que je retrouve cette citation sur la communauté. Je vous en cite une autre, l'évangile. Parce que c'est ça, c'est une institution d'église, c'est pas une école. L'école, c'est l'apparence des choses. L'évangile inspire le projet éducatif aussi bien comme motivation que comme finalité. Les champs éducatifs participant intégralement du champ pastoral. Donc quand on fait le PS, la gymnastique, quelque matière d'enseignement que ce soit, on n'est pas dans une logique d'enseignement, on est dans une logique de champ pastoral et de finalité religieuse. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est la nature même de l'enseignement privé confessionnel. L'organisme de gestion, les fameuses structures locales, les OGEC, l'organisme de gestion reconnaît l'autorité de l'évêque, du lieu, de la tutelle, du directeur diocésain, etc., etc. Donc là encore, si l'on va dans le détail, si on va dans la précision, si on va dans la réalité du statut enseignement catholique, c'est pas du tout l'apparence des choses que l'on nous donne ou que l'on veut nous faire avaler. La communauté professionnelle, là vous n'y pouvez rien, la doctrine sociale de l'Église imbibe le fonctionnement de l'enseignement catholique. L'ensemble des personnels travaillant au sein de l'école catholique constitue une communauté professionnelle, etc., etc. Quelles que soient les fonctions exercées, toutes ces personnes contribuent à la réalisation du projet éducatif, etc., etc. C'est-à-dire que
On n'est pas dans un rapport d'employeur et d'employé, de patron et de salarié. On est plutôt dans le corps mystique du Christ, hein, le peuple de Dieu. Donc les salariés, là, comment dirais-je, deviennent des instruments du projet éducatif et des objectifs de l'Église. Je ne vous parle pas de comment les chefs d'établissement peuvent être débarqués par l'Église, parce qu'il faut quand même qu'ils filent le droit, ces gens-là. L'école catholique est dans la dynamique missionnaire. Une école catholique reçoit sa mission de l'Église, une nouvelle fois. Tout établissement catholique d'enseignement relève donc nécessairement d'une autorité de tutelle, mandatée ou agréée par l'évêque du lieu. La tutelle est garante de la dynamique missionnaire de l'école catholique. Elle veille particulièrement à ce que les responsables, en particulier les chefs d'établissement, et l'organisme de gestion, donc l'association, complètement bidon d'ailleurs, qui est un paravent juridique, l'association s'inscrivent dans cette mission reçue de l'Église et à ce que toute leur activité trouve sa source dans l'Évangile, reçu dans la tradition de l'Église et dans la conception chrétienne de l'homme qui en est l'expression. Je vous épargne un certain nombre d'autres citations sur cet encadrement, véritablement totalitaire, de la moindre des écoles catholiques de ce pays, et de la tutelle, à travers le directeur diocésain, la tutelle de l'évêque du lieu. Le statut, alors, encore quelques citations. Le statut reconnaît les organisations professionnelles de chefs d'établissement. Vous avez presque envie de vous dire, tiens, c'est bien. L'enseignement catholique se soucie du droit d'organisation des chefs d'établissement dans des organisations syndicales, même s'ils les appellent professionnels. Oui, mais c'est un peu comme sous Vichy ou sous Mussolini. Il faut que les organisations professionnelles soient agréées et conviennent. Donc, le statut reconnaît les organisations professionnelles des chefs d'établissement qui s'inscrivent dans la mission d'église de l'école catholique, qui respecte le présent statut. C'est-à-dire que la liberté a quand même comme limite celle que fixe l'employeur d'église. Il faut la liste des syndicats chez l'établissement reconnu. C'est la même chose pour les parents d'élèves. Les associations de parents d'élèves qui ont le droit de citer l'enseignement catholique respectent les dispositions du statut de l'enseignement catholique. C'est-à-dire ce que je vous lis là. C'est ça le statut. Donc voilà pour les associations de parents d'élèves et pour les syndicats. On retrouve le bon vieux discours mussolinien, fasciste, corporatiste, vichysois, tout ce que vous voulez, que certains d'ailleurs nous resserrent aujourd'hui avec des monnaies rouges. Associations et syndicats reconnus par l'enseignement catholique. Ces corps intermédiaires, syndicats, contribuent à la bonne organisation, au bon fonctionnement et à la vitalité de l'enseignement catholique. Et comme dans l'enseignement catholique, il est quand même assez difficile pour le syndicalisme ouvrier confédéré de s'implanter, d'exister, parce que ça serait plutôt la chasse aux militants syndicaux indépendants, dans la liste des organisations syndicales de la communauté professionnelle, c'est le terme employé, dans la liste des organisations syndicales de la communauté professionnelle, ces corps intermédiaires qui contribuent à la bonne organisation de l'enseignement catholique, vous ne trouverez ni la CGT ni Force ouvrière. Je ne résiste quand même pas au plaisir de vous donner la liste des autres. La FEP-CFDT, le SNEC-CFTC, le SPEC, syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique, et puis un certain nombre d'associations plus ou moins obscures, mais tout aussi obscures que les sacristies. Mais vous voyez quand même la place dévolue aux organisations syndicales ou aux organisations professionnelles lorsqu'on tolère qu'il y en ait ou lorsqu'il y en a. Elles doivent être en conformité avec le statut général de l'enseignement catholique, c'est-à-dire avec quelque chose qui émane directement de l'Assemblée plénière de l'épiscopat français. Vous avez un secrétaire général de l'enseignement catholique, qui aujourd'hui est traité excellemment par tous les ministres qui se succèdent et par tous les gouvernements, comme l'interlocuteur du système scolaire catholique. Alors que la loi de Bruyne n'a jamais parlé d'un secrétaire général de l'enseignement catholique, elle ne reconnaissait que les associations locales. Mais c'était auparavant la loi de Bruyne. C'était le cheval de droit qui permettait la suite.
Et puis il faut quand même savoir, le secrétaire général de l'enseignement catholique est élu par l'assemblée plénière de la conférence des évêques. Vous voyez bien que ce n'est pas un système scolaire. Tout vient de l'assemblée plénière des évêques. Tout émane de l'Église. Elle a pouvoir sur tout, elle a le droit de veto sur tout. Et tout est imbibé, et tout a comme objectif les objectifs de l'Église. Et toutes les matières d'enseignement ont ces objectifs-là. Et après, on nous parle de financer un système scolaire privé. Non, on viole l'article 2 de la loi de séparation des Églises et de l'État. Oui, on finance les activités religieuses. Oui, on finance les activités d'Église avec la loi de Bré. Et pour conclure, donc, oui, pour conclure après ces éléments, je pense qu'il nous revient de bien mesurer, peut-être plus que jamais. Aujourd'hui, l'école républicaine est à la croix des chemins. Je crois que c'est lui qui va traiter ça. L'école républicaine est à la croix des chemins. Ceux qui veulent nous entraîner au niveau de la Grèce, ou pire encore, ceux-là doivent maintenant détruire définitivement le système d'enseignement public. Et détruire le système d'enseignement public, ça passe par des réformes qui le minent, qui le dénaturent, qui le disloquent, qui le dénationalisent. Et ça passe aussi par la promotion du système d'enseignement privé confessionnel. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, ils ont quand même besoin d'un système de conformation éducative de la jeunesse. Il faut quelque chose qui, comment dirais-je, soumette les consciences, qui, comment dirais-je, participe de la réorganisation de la société sur des bases corporatistes, telles qu'elles sont définies dans le statut d'enseignement catholique. Donc, plus que jamais aujourd'hui, la question de la loi de Bré est revenue d'actualité. La nécessité de mener le combat contre la loi de Bré est d'éclairer autour de nous les démocrates, les républicains, les laïcs et un certain nombre de syndicalistes qui ont cru que la laïcité était acquise, qu'elle était installée, qu'elle était unanimement prise en compte, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Quand vous lisez le statut d'enseignement catholique, oui, là on a un programme de réaction sociale, de régression politique absolue. Et ça a été voté en juin 2013. Ça ne date pas du siècle dernier. Donc aujourd'hui, oui, le combat contre la loi de Bré nécessite la mobilisation de toutes les forces politiques et la diplomatie a une responsabilité particulière pour donner des instruments, des informations et des outils à tous ceux qui veulent mener ce combat pour pouvoir déjouer les pièges, déjouer les discours trompeurs, déjouer les camouflages et déjouer un certain nombre de contre-réformes qui, comment dirais-je, participent de la mise à bas de l'enseignement public qui est devenu, comme la sécurité sociale,